mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di am mbégte di leen dalal comme ni ñu koy defee ngoon bu jot ci soir de campagne tey di 9e jour de campagne bu nga xamante ni li ci gën a fës mën nañu jàpp ni mooy ay violence yu nga xamante ni dañ koy naxarlu ñu gis ko fële ca Tambacounda dinañ ci waxtaan ci biir soir de campagne waaye itam dinañu waxtaanee wàllu koom-koom mooy sunu thème bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci biir soir de campagne comme ni ñu koy defee ngoon bu jot jël li nga xamante ni moom la candidat yi di proposer ci seen biir programme tey jii ci wàllu koom-koom la ñuy waxtaanee nan la ñuy suqalee koom-koom waxtaan bi comme ñu ci ànd comme ni ñu koy defee tous les soirs ak Souleymane Niang di ngeen ko gis ci kanam waaye suñuy gan tey ñu présenter leen rapidement ñu ngi dalal Abdoulaye Rokhaya Wane di administrateur stratégique groupe ñu ngi leen nuyu Abdoulaye. ñu ngi lay fay. Chérif di am mbégte di la dalal ñuy dalal itam Hamidou Anne nekk bindkat di moo bind livre bi nga xamante ni mi ngi génn bu yàggul di penser l'Afrique ñu lay nuyu Hamidou. maa ngi lay fay Chérif. di am mbégte itam di la dalal balaa ñuy dem ci journal bi ndax waxtu wi léegi mu jot li nga xamante ni moo xew tey rapidement Abdoulaye Rokhaya Wane mooy violence yi nga xamante ni malheureusement la ñuy wax gisati nañ ko ci biir campagne électorale en Afrique de manière générale lan moo tax Afrique dañuy gis violence ci biir élection yi à chaque fois. lépp ñàkk tey war nañu fexe ba Sénégal bi nga xam ne yàgg na am mandarga bu rafet ci wàllu démocratie bu ñu fiy def élection ñu def élection yu set du am violence Sénégal dëkk bu ndaw la ñun ñëpp ñoo bokk élection politique jalu fii violence yenn yi ñu war nañ ko ñaawlu bu baax te autorités yi ak candidats yi jël seen responsabilité le plus rapidement pour arrêter dynamique boobu parce que baaxul dafay yàq élection yi dafay yàq image yu Sénégal Sénégal dëkk bu ndaw la li ko gën a may tur ci àddina mooy ak dalam ak teeyam stabilité am loolu bu ñu ko kenn yàqal. moo tax ñun ñëpp war nañu ko ñaawlu te insister ci candidat yëpp ak état bi ñu jël seeni responsabilité arrêter dynamique de violence boobu. c'est assez grave pour le moment. absolument Hamidou Anne ba tey ci même violence boobu moom la ñu gis fële ca Tambacounda ñu wax ni am na ñaari nit ñu ci ñàkk ci seen bakkan ban jàngat nga ci am lu muy lu doy waar. waaw doy na waar xam nga violence moom dañ koy ñaawlu nekkul loo xam ne. am na solo lool ci campagne surtout que ba campagne bi commencé ba tey vraiment candidat yi am nañ civilité ak sérénité parce que ñoom aussi ay kilifa lañ ñoom ñëpp ku nekk dans son domaine ak ay responsabilités am ñuy parfois aussi xam nga fu ay nit di daje ay foule yu bari ku nekk aussi fi nga jóge bokkul ak keneen ki mun na am aussi liñ naan benn excitation buy am ak yenn jafe-jafe ndaw yoo xam ne day am parfois ay conséquences tragiques di ko ñaawlu dañu wax ne aussi ñu woote à la responsabilité calme ñu continuer daal ci ni ñu commencé woon ba campagne bi jeex. parce que Sénégal loolu la xam waaw. ci ba tey ci waxtaan wi dinañ ci ànd ak Souleymane Niang ci kanam mais jàpp leen ni li ñu fi wax ni yëpp di ngeen ci am ay xibaar léegi ak soxna Faty Dieng bi nga xamante ni moom moo ñu nar a tasal xibaar yi ci kanam tuuti ci wolof Abdoulaye Rokhaya Wane ba tey ci violence yi tey ji Tambacounda la waaye gis nañ Mbour Fatick itam caravane Ousmane Sonko itam am na ay jafe-jafe foofu mu mel ni donc. violence bi dafay commencer vraiment di wane boppam ci biir campagne bi. loolu lépp dafay génn enjeu élection bi tension bi dafa bëri dafa am beaucoup de nit ñi am nañ ay différends yu mag dañu personnaliser campagne yi dañu personnaliser conflit yi ku nekk teg ci bakkanam mais loolu lépp taxul ñu am élection yu jaan yor bu ñu bëggee élection yu àgg ñu def élection yi correctement foog candidat yëpp def déclaration. woo seeni militant woo ñi ñuy àndal wax leen ñu dal ñu teey ñu moytu violence foog état taxaw ci loolu et kooku candidat yëpp dañu war a ñoom ñëpp def déclaration solennelle ci violence yi ñu xam ne ci question boobu qui est centrale ba nga xam ne mën nañ ci am unanimité candidat yëpp tracé nañ ligne bi et kooku il faut un temps fort ñu marqué ko et je pense que c'est important dinañ ci ñëwaat ñu dem tout de suite fële fekki soxna Faty ngir mu tasal ñu loolu yëpp ndax xam naa ni mooy li gën a fës ci xibaar yi ñu ngi leen nuyu soxna Faty. Chérif maa ngi lay fay di nuyu équipe bu soir de campagne naka noonu téléspectateur yu télévision Futur Média ni nga ko waxee noonu la fitna gi moo bari ngeen taaxirlu léegi ñu ñëw ci xibaar yi. ayca bismillah ñu dem ci xibaar yi. Santé de Botou, ça a été un peu compliqué quand on a découvert que nos confrères, les Ibrahima Khalil Sène, les Mbaye Diouf et autres ont été en tout cas agressés
Et sur place, on s'est rapproché même de la dame qui s'occupe du poste de santé, Mariama Kanté, Madame Camara. Elle est revenue un peu sur l'état de la gravité du blessure. Il s'agissait d'un traumatisme buccal du côté de Ibrahima Khalil Sène, avec pour dire tout simplement que Ibrahima Khalil Sène, aujourd'hui, en tout cas, il a vécu des moments difficiles. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, quand on a pu, en tout cas, décrocher les sapeurs-pompiers devant le préfet et les gendarmes, donc les journalistes ont été finalement évacués au service des urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda. Fort heureusement, les dispositions ont été prises avant même que je ne retourne à l'hôpital, mais avec la direction générale, les dispositions ont été prises pour en tout cas faire les premiers soins, mais également prendre tout ce qu'il y a lieu à faire, en tout cas pour mettre les blessés dans de bonnes conditions. Moussa Oumar, concrètement, est-ce que le calme est revenu à Tambacounda ce soir? Le calme est revenu vers 16h parce que finalement les gens se sont rendus compte qu'avec la violence, avec les affrontements, la situation risque en tout cas de se dégénérer alors que ça ne mène nulle part. Donc par conséquent, on a constaté dans l'après-midi, il y a eu beaucoup d'appels pour qu'il y ait calme et apaisement, pour qu'il y ait calme et sérénité du côté du député maire de Tambacounda, Mamba Lolo, du côté du ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, le shérif Aïdara, même le chef, l'imam de Ndoga Babakar, de Wali Babakar, lui aussi même, il a appelé pour dire qu'il va en tout cas formuler des prières, tout comme le Thierno Arabi Diallo du mouvement Maki et Kewal. Donc par conséquent, même les militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, là où en tout cas aujourd'hui, c'est la tristesse et la consternation, ils ont perdu 3 de leurs militants. C'est pas petit, 3 militants perdus. Donc, par conséquent, certains même demandent à ce qu'il y ait moins de tensions d'ici la fin de la campagne, parce qu'on aurait même entendu des jeunes, en tout cas, proférer des menaces à l'endroit des responsables du PUR qui sont à Tamba. Donc, mieux vaut prendre les devants et les dispositions qu'il faut pour éviter quand même que l'irréparable ne se produise du côté des responsables du PUR à Tambacounda. Mais également, ce qu'il y a lieu de dire, l'inhumation de Ibou Diop est prévue demain matin, mais également une assistance de taille qu'il ne faut pas négliger. Le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, il a apporté soutien et assistance aux journalistes qui ont été agressés et en tout cas, il regrette fort la situation. Donc pour le moment, les dispositions ont été prises, on est là en attendant quand même de voir la situation. Mais pour l'heure, Chérif Diop, rassurez-vous, c'est le calme plat du côté de Tambacounda, la capitale orientale. Merci beaucoup Moussa Omar. Souleymanian, très rapidement, cette violence qui s'invite dans la campagne électorale, naturellement déplorable. Lorsque des hordes de gens attaquent un convoi, s'en prend à des journalistes, évidemment le mot grave n'est pas exagéré, a fortiori lorsque 2 personnes sont tuées, alors le mot grave devient un euphémisme. On a vécu une journée particulière aujourd'hui, espérons que cela ne se reproduira pas dans les prochains jours, ni jamais d'ailleurs, parce que c'est indigne de notre démocratie. Cette barbarie ne se justifie pas et toutes les explications du monde, comme dirait l'autre, ne pourraient justifier cela. Abdoulaye Rochewan, cette violence, un mot là-dessus également, qui s'invite encore une fois dans une élection présidentielle. Et nous ne sommes pas en 88 pourtant. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'on a assez insisté sur ce point-là. Il est important qu'une fois encore, au-delà des élections, c'est très important pour l'image du Sénégal. Quand on dit que le Sénégal est un exemple de démocratie, ce n'est pas seulement les alternances qui se font pacifiquement, c'est qu'on a toujours eu, même s'il y a eu de la violence, on a toujours eu des élections qui se sont passées correctement. Les gens ont fait des élections civilisées. Et c'est important aujourd'hui, une fois encore, que tous les candidats fassent une déclaration officielle pour calmer les enjeux, parler à leurs militants, pour qu'on puisse continuer la campagne plus calmement, de façon beaucoup plus apaisée. Amidou Anne, pourquoi élection rime avec violence en Afrique? On a vu dernièrement également au Congo, à Kindu, là également il y a eu des blessés par balle et lors des élections présidentielles. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi toujours il y a une violence durant la campagne électorale?
Bon, d'abord dire que ce qui s'est passé aujourd'hui à Tamba est absolument inqualifiable et bon, j'aimerais quand même présenter mes condoléances à la famille éplorée. C'est toujours très triste un jeune qui meurt, surtout dans des conditions aussi atroces. Votre question, Chérif, en fait, nous appelle juste cette réponse. Nous sommes des démocraties de faible intensité. Nous sommes des démocraties pas encore majeures et malgré tout ce qu'on peut dire sur la démocratie sénégalaise, nous sommes dans une démocratie procédurale, Sénégal et en Afrique. C'est-à-dire qu'on arrive tant bien que mal à organiser des élections, à avoir des alternances, mais nous n'avons pas encore assis un socle démocratique fort et total et qui permet de banaliser finalement une élection. Parce que ces violences aussi disent juste quelque chose. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore banalisé une élection alors que ça se déroule tous les 5 ans ou tous les 7 ans et qu'on a déjà eu des alternances politiques. Un régime est parti, un autre est venu. On a donc eu des alternances politiques à 2 reprises au Sénégal, mais nous n'avons pas encore banalisé le scrutin, alors que c'est juste un exercice démocratique sur une journée et puis tout le monde rentre chez soi. Mais nous sommes une démocratie pas encore totale et qui explique aujourd'hui cette tension. Et l'autre chose, c'est aussi quand des foules se rencontrent avec des origines géographiques différentes. Donc c'est toujours très facile, surtout des jeunes, qu'il y ait de l'excitation et que parfois ça déborde et ça conduise à des événements aussi dramatiques que ceux d'aujourd'hui. Une démocratie naissante, pourtant, Souleymane, il y a le Cap-Vert qui est aujourd'hui une satisfaction en matière de démocratie. Est-ce que donc la démocratie dans certains pays africains vit une crise d'adolescence ? Je suis toujours dubitatif par rapport à la crise de majorité ou de croissance de la démocratie en Afrique. Ça fait quand même plus d'un siècle qu'on vote dans ce pays et qu'il est grand temps que l'on grandisse et que nos démocraties soient consolidées, justement. À mon avis, il y a plusieurs problèmes ici. Il y a le problème de la croissance de la démocratie, mais il y a surtout une culture de la violence qui a été entretenue, qui est sous-jacente, parce qu'elle n'est jamais apparente. Derrière nos apparences comment dire, de calme, de stabilité, etc., couvre une violence qu'il suffit d'égratigner un tout petit peu pour qu'elle surgisse et se déploie avec une virulence insoupçonnée. Je veux dire, comment se fait-il que hier on ne pouvait pas soupçonner qu'il se passe... Bien sûr, les discours étaient en train de se muscler et on pouvait pressentir des problèmes dans un avenir assez proche. Mais hier, personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir un déferlement de violence d'une telle acuité qui se solderait par la mort de gens. Alors, oui, crise de croissance de la démocratie, manque de stabilité, immaturité politique et violence quand même ancrée dans notre société. On peut épiloguer sur les causes de cela. Mais il y a un travail à faire et je pense que ça a été dit tout à l'heure, un travail de sensibilisation, un travail d'engagement des régulateurs sociaux, à commencer par les politiques et ensuite un travail de fond, un travail foncier à faire sur l'éducation des jeunes pour qu'ils puissent s'approprier les valeurs de non-violence qui sont le fondement aussi, entre autres, d'une démocratie. Oui, aujourd'hui on parle de Tambacounda, mais rappelez également qu'à Mbour et à Fatick, là également, la caravane du candidat Ousmane Sonko a également essuyé des jets de pierre. Il y a des militants de Benno Bokk Yakaar qui ont voulu empêcher son meeting là-bas. Abdoulaye Rokhaya, la violence, si elle n'est pas préélectorale, elle est post-électorale en Afrique. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui anticiper sur ce qui va arriver après les élections. Souleymane l'a dit tout à l'heure, il y a une immaturité politique de la classe politique. Le débat est inexistant. Toutes les attaques sont personnelles. C'est le terrain béni pour que des militants prennent personnellement des contradictions et les règlent par la violence. Il est important que nos hommes politiques arrêtent de personnaliser, discutent sur des programmes, discutent sur des objectifs précis qui sont politiques. Tant qu'on personnalise le jeu politique, regardez toute la couverture, tout est personnalisé. Et ça, à mon avis aussi, c'est important. Il faut qu'on objective un peu les programmes et qu'on les discute au-delà des personnes. C'est des insultes, c'est des remarques. Tous les discours des personnels politiques, c'est des attaques personnelles à quelqu'un d'autre. Ça, à mon avis, c'est le lit qui permet aux militants d'aller au-delà de ça. Le deuxième aspect, je pense que cette élection est une élection
tendue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contentieux avant le début des élections qui ont mis chez les acteurs politiques beaucoup de frustration. Et ça, dès qu'on a une voie, un échappatoire pour ces frustrations, pour moi, ça coagule en des actes de violence. C'est une élection majeure dans notre cheminement, parce que vous savez bien que nous avons une classe politique qui, après 2 alternances, il y en a beaucoup qui prennent de l'âge. On s'en va dans une configuration où c'est comme si c'est la dernière carte à jouer de beaucoup de personnes dans le jeu politique actuel. Oui, si je vous comprends bien, il y a une fermentation de la colère qui explose aujourd'hui, Amidou. De mon point de vue. Oui. Alors, moi je pense qu'on est dans la démocratie, par essence, c'est l'opposition. C'est ce qu'on appelle la relation agonistique dans une démocratie, c'est-à-dire la conflictualité. Mais la conflictualité, pour moi, elle doit rester dans le champ des idées, dans le champ de la pensée et de la réflexion, mais pas forcément arriver à un niveau d'échange physique. Encore une fois, moi je n'aime pas trop dramatiser certaines choses, parce qu'en 2012, on a eu quand même une dizaine de morts. Et à part 2012, la situation la plus tendue en termes d'élection. Au 9e jour et il y a déjà morts. Oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Donc on ne présume jamais finalement de la suite, parce qu'hier on ne s'entendait pas à cela, même s'il y a eu des échauffourées quelque part. Mais je pense que voilà, je disais donc que je n'aime pas trop dramatiser, et j'espère vraiment qu'on reviendra à la raison et que les candidats feront appel à la retenue, parce qu'il faut aussi se dire quelque chose. Malgré ce qu'on peut dire sur la médiocrité du débat public, moi je suis le premier à le dire sur la médiocrité du débat public, où on s'en arrête juste au ministère de l'Intérieur et au fichier qui ne serait pas fiable. Donc le débat public est médiocre, c'est qu'on ne discute pas d'idées, on ne discute pas des contenus programmatiques des uns et des autres. Malgré tout ça, il faut quand même reconnaître qu'on a une classe politique. En tout cas, les 5 candidats sont des personnes de grande dimension intellectuelle, sont des personnes. On a une classe politique de qualité. En tout cas, parmi les 5 candidats, et selon les parcours des uns et des autres, selon aussi les formations des uns et des autres, selon aussi leur niveau de responsabilité. Donc, je pense que ces gens-là doivent appeler aujourd'hui à la sérénité, doivent appeler à la raison, et qu'on discute, comme dit M. Wan, de programmes, d'idées, et qu'on vote le jour du 24. Je pense qu'il faut désarmer aussi le discours. Il y a quand même une complaisance, une tolérance quand même inexplicable à la violence verbale. Et à la violence symbolique d'ailleurs. Regardez les images que l'on montre sur les réseaux sociaux. Regardez, analysez sémantiquement les discours. Et ça va au plus haut niveau. Je veux dire, ça commence par des petites bravades, ça commence par des petites allusions quand vous parlez de lutte, quand vous parlez de chute, quand vous parlez de... alors ça, c'est la partie soft. Oui. Ensuite, quand vous brandissez des gourdins, d'autres vous disent rendez coup pour coup, et d'autres vous disent écoutez, je suis armé, si vous m'attaquez, qui s'y frotte, s'y pique. Et c'est tout ce discours ambiant qui est corrélé à la violence sur le terrain. C'est positivement corrélé. Quand le discours se muscle, les actes aussi se radicalisent, et cela se traduit par ce que l'on voit. Alors, donc, pour aller à la racine du mal, il faut aller dans le désarmement des discours. Que nos politiques soient plus responsables quand ils parlent, quand ils émettent des idées, que dans la confrontation, qu'on parle d'idées et qu'ensuite, bien sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même évidemment panier. Il y a une différenciation nette, mais dans l'ensemble, il faut que les politiques non seulement mènent le débat d'idées de façon dépassionnée et fassent attention. Ce sont des leaders d'opinion. Ils sont extrêmement exposés. Bien sûr. Ils sont tout le temps dans les médias, on leur tend les micros, on les interviewe, ils disent des choses, et bien évidemment, il y a la complaisance de la presse. Absolument. Et l'autre élément, c'est ce que j'allais dire, Souleymane. C'est-à-dire que quand on voit les titres des médias, c'est un tel détruit un tel dans le salon, un tel raye un tel dans la carte, etc. C'est un discours des médias, un discours guerrier et qui contribue. Alors, il y a un autre élément qui est clairement aujourd'hui posé sur la table. C'est un fait majeur de cette semaine, c'est l'arrivée d'Abdoulaye Wade, qui a clairement appelé à la violence. Wade, on le connaît, intrépide dans l'adversité politique. Ça également, ça galvanise un peu les foules aussi également. Ça joue un peu sur ce qu'on voit aujourd'hui un peu. Oui, disons, on aurait pu faire une corrélation s'il y avait un candidat du PDS. Pour le moment, Wade parle de la violence. On est dans un discours politique. Wade est dans une logique de stratégie et de négociation. Je pense qu'il parle comme ça pour en arriver peut-être à autre chose. Mais je pense que la présence de Wade est une donnée. On ne pourrait pas dire que son discours encourage la violence, parce que la violence ne vient pas de... Quand il dit casser les urnes, brûler les bulletins... Oui, je comprends. Effectivement, ça fait partie du discours des acteurs politiques qui ont un discours, quelle que soit leur dimension, irresponsable quand vient le temps d'élection.
Et ça, à mon avis, c'est incontestable. Wade est un personnage politique majeur au Sénégal. Et malgré tout, et tout le monde connaît la dimension internationale de Wade, il tient un tel discours. Donc ce même discours est répété par les autres candidats. Et ce n'est pas effectivement de nature à encourager qu'il n'y ait pas de violence. Sur ça, moi je pense qu'aussi l'autre donnée politique majeure, c'est certainement Wade, sa venue, et son discours, et ce que tout le monde guette, c'est sa position. Sans être candidat, il arrive à écrire l'actualité. Mais même sans être candidat, il écrit l'actualité parce que vous avez des candidats. Vous avez Macky Sall, il est issu des écoles de Wade. Vous avez Idrissa Seck, il est issu des écoles de Wade. Madické Niang. Madické Niang est issu des écoles de Wade. Nous avons tous les candidats sont libéraux. Et ça veut dire que Wade est un personnage politique extrêmement important dans l'histoire du Sénégal. Ça, pour moi, c'est une donnée. Et enfin, la deuxième donnée que j'ai vue cette semaine, c'est le nombre d'alliances qui se redéfinissent en cette première semaine de campagne où on a vu un certain nombre de personnes aller derrière Idrissa Seck. Ça amène une autre dimension à la coalition de Idy 2019. Pour moi, ce sont les deux éléments qu'il faudrait analyser, le positionnement de Wade et la définition des alliances dans cette première semaine de campagne. La venue de Wade, Amidou? Moi, ce que je voudrais dire sur la venue de Wade, je l'analyse de deux manières. C'est-à-dire d'abord de façon symbolique, Abdoulaye Wade, effectivement, représente quelque chose dans le paysage politique sénégalais. Et malgré sa défaite cuisante de 2012, il réussit à revenir, à s'imposer comme un acteur central du débat public. Et moi, j'analyse ça comme aujourd'hui une faillite de la classe politique sénégalaise qui n'a pas réussi à le pousser à la retraite et qui n'a pas occupé une place que Wade a laissé vide. C'est ça de façon symbolique. Et la première dimension symbolique. La deuxième, c'est qu'Abdoulaye Wade a oublié quelque chose. La République, c'est l'abolition du privilège de naissance. C'est le seul candidat aujourd'hui, quand on l'indexe avec un binôme, c'est-à-dire Wade et son fils. Personne ne dit Idrissa Seck et sa fille, Macky Sall et son fils, etc. On dit Macky Sall et son frère. Hein. Oui, mais pas dans le cadre d'une... Pas dans le cadre, en tout cas, de ce scrutin-là. Et juste pour en revenir aux propos de Wade, c'est des propos absolument irresponsables. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Quand on dit qu'il faut brûler les bulletins, il faut brûler vos cartes d'électeurs, bon, heureusement que personne ne va le suivre parce que, bon, il y a juste, de façon caricaturale, je peux le dire, la carte d'électeur aujourd'hui étant corrélée à la carte d'identité nationale. Et vu la difficulté aujourd'hui à obtenir ce sésame-là, je pense qu'aucun Sénégalais n'ira brûler sa carte. Mais c'est des positions absolument inacceptables qu'il a eues, c'est des discours guerriers. Et il a rompu un peu un gentleman agreement en fait qu'on a connu depuis le début de la campagne électorale. Mais Wade fait de la comédie à un moment donné et les gens le savent, la classe politique le sait. Et je pense que la réaction du candidat sortant de l'ignorer est une très belle réaction, c'est une très belle stratégie et j'espère qu'on continuera comme ça. Sans bien entendu nier par contre sa force symbolique et populaire et qu'aujourd'hui, à part le candidat sortant et peut-être un peu El Hadji Sall, tout le monde voudrait avoir le soutien d'Abdoulaye Wade. Certains même sont allés le recueillir ce soutien. Wade écrit l'actualité, Souleymane. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer là-dessus? Oui et non, parce que les médias sont à l'avant-garde et un peu à l'arrière-garde. Je veux dire, on suit quand même les tendances. Je veux dire, ce ne sont pas les médias qui font l'actualité. Il y a des gens, il y a des événements qui font l'actualité et les médias les relaient, les traitent, les mettent en perspective, donnent les clés pour les comprendre, etc. Donc, quelle responsabilité? Quelle que soit ma position, je n'aurais pas renoncé à aller recueillir les propos de Maître Abdoulaye Wade et les partager avec l'opinion. Donc, on a une responsabilité partagée. Ma responsabilité est d'informer. La responsabilité de ceux qui font l'information est d'avoir une certaine tenue. Dès lors que ce sont des personnes publiques qui sont suivies, qui sont écoutées, etc. Je pense qu'il ne faut pas accabler davantage Maître Abdoulaye Wade. C'est un ancien président de la République, un homme politique qui restera dans l'histoire politique du Sénégal, mais il faut qu'il prenne davantage conscience de l'impact qu'il a, il le sait déjà. Et je pense qu'il joue justement de ce pouvoir, de cette influence sur l'opinion, sur le cours des événements. Il s'en délecte parce qu'il est venu brouiller un peu les cartes, changer. Il a fait et défait des destins rien qu'en prononçant quelques mots. Quand on a cette puissance, quand on a cet impact, quand on a ce pouvoir, on en use avec sagesse. C'est ça le fin mot pour moi. Tout à fait. C'est important, Abdoulaye Rokhaya-Wane, vous le disiez tout à l'heure, la machine électorale qui est en train d'être fabriquée par Idy 2019, et là aussi sur le terrain médiatique, il s'impose. Est-ce que Benno Bokk Yakaar a un peu sous-estimé cette machine aujourd'hui? Non, je ne dirais pas sous-estimé. Évidemment, on avait pensé qu'avec le parrainage, on a 5 candidats.
De mon point de vue, ce qui s'est passé cette semaine, finalement, le fait du parrainage a permis de coaguler des coalitions beaucoup plus importantes que s'il n'y avait pas. Tous ceux qui sont recalés, pour l'essentiel, se sont mis, pour le moment, en majorité, derrière Idi. C'est une donnée. Sauf à cette totale salle. Oui, je dis en grande partie. Oui. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus que ça fait une machine électorale. Ça fait, sur le plan de l'annonce, sur le plan médiatique, une donnée. Ça devient une machine électorale quand derrière, il y a un travail opérationnel qui se fait, avec les moyens conséquents sur le terrain, avec la coordination qu'il faut pour continuer la bataille. Ça a donné à Idi, sa coalition, plus de force. C'est à lui, pour moi, de regarder avec cet acquis-là, comment je peux renforcer ma machine électorale. De ce point de vue, pour moi, ça ne change pas tellement les données, mais ça lui donne un meilleur positionnement. Et ça clarifie un peu plus, de mon point de vue, la bataille. À côté de cela, Hamidou Anne, il y a les outsiders, Issa Sall et Ousmane Sonko. On voit aujourd'hui que les outsiders ont la cote dans le monde. Bolsonaro, Macron, Trump, même si c'est un peu différent, on va en parler, mais les outsiders ont la cote. Est-ce que une surprise ne peut pas on ne peut pas avoir une surprise durant cette élection? Bien sûr, tout est possible et tout est plausible. C'est-à-dire une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et je pense qu'il y a 3 mois, 4 mois, en tout cas le sentiment qu'on avait tous à changer au regard du parrainage qui a été un filtre pour moi déterminant de cette élection, mais aussi un peu des alliances qui se constituent au fur et à mesure. M. Wan l'a dit, Idriss Seck a une grosse coalition. C'est une machine électorale importante, en tout cas puissante sur le papier. On ne sait pas trop est-ce que ça va se transformer en voix le jour du scrutin. Et juste sur votre question, quand vous avez parlé de Macron, je ne pense pas que Macron fut un outsider, parce que dès lors, pour en revenir un peu, dès lors que Fillon a été... Oui, sans revenir un peu sur les concours de circonstances. Bien entendu, et je pense qu'il était devenu, à un moment donné, l'un des favoris de Mme Bolsonaro, qui a tenu quand même la corde face à son adversaire. Qui a l'église évangélique avec lui. Du début du processus électoral jusqu'à la fin. Exactement. Alors, ce qui est nouveau quand même dans cette élection, c'est qu'on a 3 candidats sur 5 qui n'ont jamais participé à un scrutin. Ce qui aujourd'hui, en tout cas, clôt un chapitre de la vie politique sénégalaise, parce que nous, on est né avec la génération de la LD, MPT, qu'on voyait, la gauche, Henri Diouf, PIT, qui ne sont plus candidats. Aujourd'hui, c'est des partis à la limite que nos petits frères ne connaissent pas ou ne connaîtront pas du tout. Donc il y a une donnée nouvelle. Et ça, c'est intéressant de voir ces nouveaux candidats-là, dont le plus emblématique, il faut le reconnaître, c'est Ousmane Sonko, qui a un discours détonnant et différent, et sur lequel peut-être on pourra revenir au fur et à mesure du débat. Rapidement. Juste rapidement, et ce que dit Hamidou est très intéressant, c'était on a 3 candidats. Vous avez Sonko, vous avez dit on pense un peu à Macron, on pense un peu à Bolsonaro. Ce sont des candidats qui essaient d'avoir un discours anti-système. Ce discours anti-système, les gens aujourd'hui aiment l'entendre. C'est une façon d'aller chercher du monde. Mais derrière, ça ne suffit pas. Une élection, c'est une machine électorale. Et c'est des moyens financiers pour faire fonctionner sa machine électorale. Et ils ne l'ont pas? Et pour moi, ils ne l'ont pas pour le moment. Celui qui pourrait avoir une machine électorale forte, c'est pour ça que je parlais de la coalition d'Irissa. Une machine électorale, c'est un ensemble d'élus sur l'ensemble du territoire national qui sont capables, là où ils sont, dans chaque village, dans chaque quartier, d'identifier le vote en leur faveur, de connaître les personnes, de les mobiliser, de les organiser pour aller voter. C'est pour ça que les Américains parlent de « get out the vote », faire sortir le vote. C'est une clé si on veut gagner une élection. Dans ce cas-ci, quand vous parlez de Macron, il avait une machine électorale. On a parlé de Trump, c'est anti-système. Enfin, il a bâti sa machine, même si depuis le début, il était avec les Colombes, qui a son fief à Lyon. En s'appuyant sur le modem également. En phagocytant 30% de la machine électorale du Parti socialiste, 20% de la machine électorale des Républicains, en se faisant appuyer par le modem. Bayrou, il s'est doté d'une machine électorale avec des moyens financiers conséquents et un discours que les gens veulent entendre. Trump ne s'est pas privé du Parti républicain. Pourquoi? Parce qu'il avait appris de l'expérience de Ross Perot. Ross Perot était un milliardaire riche qui avait un discours. Le seul candidat indépendant. Ross Perot, en 92, était candidat indépendant. Il est arrivé 19%, loin derrière Clinton et Bush père. Et Ross Perot, sachant qu'il n'a pas de machine électorale, avait créé le Parti de la Réforme pour aller encore aux élections en 96 et il a eu cette fois-ci 8,7%. Quelle est la différence? La machine électorale, ce sont les élus qui existent, qui sont partout. Il avait le Parti de la Réforme, mais il n'avait pas la machine électorale. Aujourd'hui, pourquoi Macky Sall va aller chercher une grande coalition?
Pourquoi Idriss Seck va essayer de chercher une grande coalition? C'est deux raisons. La première, c'est que pour couvrir le pays national, il faut avoir beaucoup de gens qui ont de la représentation partout. Ouais. Et ce sont ces gens qui, localité par localité, vont chercher des petites performances. Et c'est l'addition de cette petite performance qui fait une performance globale. C'est ce qu'on appelle la machine électorale. Le vent de réussite des outsiders, donc vous n'y croyez pas concrètement? Tant qu'on n'a pas la machine électorale et tant qu'on n'a pas l'argent pour faire fonctionner sa machine électorale, je n'y crois pas. Souleymane Niang? Je suis plutôt d'accord avec Abdoulaye, parce que après il faut regarder les déterminants du vote. Les gens ne votent pas forcément sur des programmes. Ils votent beaucoup par rapport aux candidats, ce qui est tout à fait naturel pour une élection présidentielle, puisque c'est un rendez-vous entre un homme et le peuple. Après, il y a beaucoup d'aspects subjectifs dans le choix de la personne. C'est rarement le programme. C'est tout un parcours, c'est un vécu, c'est une reconnaissance, c'est une sympathie, c'est épouser un certain nombre de valeurs communes, des appartenances, des accointances, des allégeances et tout cela. Mais c'est surtout effectivement un maillage, un réseau qui est complètement national. Parce que sinon, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de prescriptions aussi. On a une sorte de démocratie indirecte de fait aussi. Il y a des grands électeurs qui sont dans les localités, que les gens suivent d'ailleurs. Comment ça se fait que le matin, les grands électeurs vont réunir tous leurs électeurs, même s'ils ne les amènent pas jusque dans le bureau de vote, ils les accompagnent jusque devant le site de vote. Une dernière chose. L'argent. L'argent qui joue un rôle extrêmement important dans le vote. C'est un élément à prendre en ligne de compte. Évidemment, vous avez des têtes de pont qui sont des leaders qui peuvent avoir un poids symbolique. Voilà pourquoi le jeu des coalitions se fait. Mais je pense que les leaders ne sont pas naïfs. Ils savent que certaines alliances sont d'ordre purement symbolique, mais que les élections se gagnent effectivement au niveau des localités avec des gens qui vous reconnaissent. Voilà pourquoi aussi Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Voilà pourquoi en 2012, quand il voulait être candidat, a fait le tour du Sénégal, parce que ce sont des éléments qui sont importants aussi dans le choix qui est fait. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'actualité politique. Dans cette deuxième partie, l'économie sera le fil rouge. Comment améliorer le pouvoir d'achat du gorgorlou? La question de la fiscalité, une croissance à 2 chiffres est-elle envisageable dans un avenir proche? Que faire du franc CFA? Comment se départir de l'engrenage de la dépendance de l'aide publique au développement? Qu'est-ce que les candidats proposent à ce sujet? Allons au fond. Au fond, Souleymane Niang, l'économie est un domaine très très vaste qu'il est possible de traiter dans le cadre d'un numéro de soir de campagne. D'ailleurs, nous reviendrons dans les prochains jours sur des secteurs clés sur lesquels les candidats font des offres programmatiques. Vous avez choisi quelques points saillants pour aller au fond, notamment la question de la fiscalité, des relations économiques entre le Sénégal et l'extérieur et la question très controversée du franc CFA. La question du franc CFA qui est un marqueur très significatif et très éloquent aussi par rapport aux offres des candidats. On peut les positionner très clairement. Mais ce qui m'a frappé sur cette question de la gestion du franc CFA, c'est la frilosité, la prudence des candidats à contrario des discours qu'ils ont tenus jusqu'à présent. Exactement. Je veux commencer par Madické Niang qui, dans le diagnostic, dans le constat, parle d'un décalage entre la monnaie et l'économie réelle. Tout le monde s'accorde sur le fait, effectivement, qu'il y a un hiatus entre les deux. Aucune solution unilatérale envisagée, cependant. C'est assez surprenant. Il n'y a aucune envie, aucun projet de retrait unilatéral venant du candidat Madické Niang. Cependant, il parle de la nécessité d'accélérer le processus de mise en place d'une monnaie commune. Vous allez voir aussi que c'est une donnée récurrente dans les principales propositions des candidats sur cette question de la monnaie, qui est l'un des leviers
quand même de gestion de la politique économique à côté de la fiscalité. Bien sûr. Mais nos pays n'ont pas d'autonomie de ce point de vue. La gestion monétaire est commune et même relativement, parce que la Banque centrale n'a pas forcément les coups des franches de ce point de vue. Avant d'avancer avec le candidat Ousmane Sonko, rapide commentaire, 30 secondes chacun. Très rapidement, je partage le point de vue de Souleymane. Globalement, les gens parlent du franc CFA, mais sérieusement, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est pour ça qu'ils sont timorés dans les propositions qu'il faut. Il faut être sérieux. On parle de la monnaie, il ne s'agit pas seulement de la monnaie. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent dans la gestion d'une économie. Oui. La gouvernance, la fiscalité, tout un ensemble de facteurs. Et donc pour moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le franc CFA, qui n'est pas un enjeu pour la vie quotidienne des Sénégalais, n'est pas un enjeu de campagne, il occupe autant de place. Parce que ça fait buzz, mais sur le plan de la campagne, dans le changement de la vie quotidienne, ce n'est pas le franc CFA qui va régler le problème. On va avancer rapidement, Hamidou Anne. Oui, le franc CFA, juste pour rester sur ce sujet, a quitté le cercle économique pour devenir finalement un sujet de société, un sujet de débat public et sur lequel en tout cas chaque candidat doit aujourd'hui s'exprimer. Donc on verra dans le fond, mais les propositions de Madické Niang sont assez intéressantes. Oui, mais ça s'est même invité dans l'élection française. Jacques Chimilade a parlé de curatelle financière. Absolument. On va avancer avec le candidat. Très rapidement sur les aspects finances publiques, parce qu'il y a plusieurs dimensions, il y a le cadrage macroéconomique, etc. Nous avons pris juste quelques points saillants. Oui. Et sur les finances publiques, évidemment, tout le monde parle aussi d'une mobilisation un peu plus importante des ressources internes. Autrement dit, soit on élargit l'assiette fiscale ou alors on augmente les salaires. On augmente la pression fiscale. Ou la pression fiscale. Évidemment, nous avons eu une interview avec Maître Madické Niang qui nous dit clairement qu'il n'envisage pas d'augmenter les impôts, ce qui veut dire qu'il va probablement trouver l'argent non seulement dans l'élargissement de l'assiette fiscale, mais également dans la rationalisation des dépenses de l'État, notamment avec la suppression d'un certain nombre d'institutions qu'il estime budgétivores. Un petit point sur l'assainissement de la gestion des entreprises publiques et parapubliques. La Poste est citée comme une de ces entreprises qui doivent être complètement restructurées. Au demeurant, en l'état actuel des choses, un travail de fond est en train d'être fait dans le cadre de l'ISPE. Ça fait partie des objectifs indicatifs qui nous ont été imposés et qui demandent que la Poste soit complètement restructurée, notamment avec une comptabilité analytique et beaucoup d'autres mesures en ce qui concerne la compensation entre le Trésor, la BCEAO et la Poste. L'interview avec Madické Niang sera diffusée dimanche. On avance. Vous avez passé en revue également les propositions du candidat Ousmane Sonko. Évidemment, tout le monde attend Ousmane Sonko sur la question du CFA et autant que sur d'autres questions à polémique. Mais sur cette question, on ne peut pas parler de frilosité, mais en même temps, on aurait été en droit, on pouvait être en droit d'attendre quelque chose de plus enhardi. Mais écoutez, reconquérir le levier monétaire pour une économie forte, bien naturellement. Sortir du CFA, un système monétaire appauvrissant, d'après lui, il faut sortir du CFA, mais révision des accords monétaires. Par la révision des accords monétaires, exclusion de tout dépôt de réserve, ça aussi c'est l'une des réformes qu'il veut apporter à la question du CFA, et la création d'une monnaie nationale. Regardez, il y a une sortie de la France de l'administration, une sortie du CFA, un système monétaire, mais la rupture que l'on attendait dans les propositions de Ousmane Sonko n'est pas aussi nette que cela, même si le vœu est exprimé de façon... Il y va avec les pincettes. Absolument, autant que tous les autres candidats. Alors, sur les APE, on reviendra sur le CFA avec les autres candidats. Oui. Alors, très rapidement, Ousmane Sonko annonce que s'il devait être président de la République, il dénoncerait les APE dans leur état actuel, les APE pour accords de partenariat économique qui sont proposés par l'Union européenne. Blocs économiques que sont notamment la CEDEAO et d'autres regroupements économiques communautaires dans le continent. Sur les APE, Hamidou Anne, Jacques Berthelot, que vous connaissez, économiste, a dit dans le monde diplomatique que c'est un baiser de l'Europe à l'Afrique. Est-ce que vous partagez ? C'est un baiser de l'Europe à l'Afrique. Bon, Jacques Berthelot, comme vous le savez, a le sens de la formule. Mais en tout cas, oui, il y a aujourd'hui en tout cas un consensus quasiment de tout le monde sur le caractère problématique des APE tel qu'on nous les a à la limite imposés en fait. Mais bon, on s'y attendait depuis les accords de Cotonou. Mais par contre, il faut dire quelque chose. C'est-à-dire le Sénégal, pour moi,
depuis le régime de Wade, a mal géré cette question des APE. On a fait beaucoup de publicité sur les accords de partenariat pour le développement. Wade est allé à Paris à l'époque avec beaucoup de gens de la société civile et des gens de son parti pour faire un peu le show. Mais je pense qu'on n'a pas travaillé sérieusement sur les propositions concrètes, sur les contre-propositions à l'Europe. Mais apparemment, oui, tel qu'on nous parle des APE, c'est quasiment la fin. Et même les APE, on va avoir une asymétrie telle qu'on même la mise en place des APE est totalement inopérante. Quand on négociait les APE, c'était l'Union européenne. Et une des conditions majeures, c'est que la CEDEAO ou le TIC, qu'il n'y ait pas un qui parte. Depuis que les Britanniques quittent l'Union européenne, le Brexit, c'est l'Europe lui-même qui pose problème. Et une des conditions de part et d'autre, c'était qu'il fallait rester dans ces ensembles pour que les APE soient valables. Mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Voilà, ce n'est plus valable puisque le Brexit est venu. Et donc, de ce point de vue, sur le plan opérationnel, les APE ne peuvent plus être opérants tant que la question britannique n'est pas réglée. Clairement, le président élu devra revenir là-dessus. C'est ce que vous nous dites. Mais il n'a pas besoin. Ce n'est plus opérant à partir du moment où l'Union européenne, qui avait négocié de façon communautaire et bloc, et ils avaient exigé ça de la CEDEAO, ne l'est plus puisque le Brexit est arrivé. Souleymane, un point de vue très intéressant puisque nos candidats n'ont pas fait l'aggiornamento de leur programme à la lumière justement du Brexit qui sera effectif sauf cas de force majeure ou situation exceptionnelle au 29 mars 2019. J'aimerais quand même, si vous permettez, Souleymane, revenir un peu au franc CFA, parce que moi je trouve les propositions d'Ousmane Sonko un peu contradictoires. C'est-à-dire d'un côté on parle de sortie du franc CFA et création d'une monnaie nationale, et derrière la révision des accords monétaires. Je trouve que quand on sort du franc CFA et qu'on crée sa monnaie... On va reparler du franc CFA. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va poursuivre. Alors très bien. Idrissa Seck sur le franc CFA, il parle d'un dépérissement graduel. Il y a le sens de la formule. Exactement, adossé à une solution régionale impérative. Donc l'agenda d'Idrissa Seck n'est pas une approche défensive de sortie du CFA, mais dans la démarche plus offensive de création de notre propre monnaie régionale dans les meilleurs délais. Voilà. Donc il faut s'abstenir d'un retrait unilatéral du Sénégal du CFA, il le dit très clairement. Alors, sur la fiscalité, très rapidement, la mise à niveau de la fiscalité, il fait une série de propositions qu'il n'était pas possible de lister ici, mais une fiscalité particulière pour les activités agricoles, une fiscalité pour la santé publique, en imposant le tabac, l'alcool, davantage. Du reste, actuellement, dans le cadre de l'ISPE aussi, la fiscalité sur tous ces produits qui ont des externalités négatives, comme on dit, c'est-à-dire sur la santé, sur l'environnement, etc., ont été revus un peu à la hausse. Le tabac, les produits cosmétiques, l'alcool, etc. La fusion de la... Alors, ça, c'est des propositions particulières de Idrissa Seck dans le cadre des réformes. Il parle de réformes institutionnelles un peu et de réformes administratives. Dans le cadre des réformes que je qualifierais d'institutionnelle, la fusion de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et de la Direction générale des impôts pour créer une grande direction générale des finances publiques. Et une autre réforme, c'est de fusionner la douane avec l'administration du commerce pour créer une direction générale des douanes et du contrôle économique. Alors, très rapidement sur la fiscalité, comme je disais tout à l'heure, des régimes spécifiques pour les secteurs. On va poursuivre rapidement, on est resté un peu trop longtemps sur l'actualité politique. El Hadji Sassal, qu'est-ce qu'il propose? Alors bâtir une économie, lui il ne parle pas spécifiquement du CFA, ni il n'entre pas dans les détails, puisque comme vous le savez, El Hadji Sassal a fait un diagnostic commun avec les Sénégalais, les 100 préoccupations des Sénégalais, et en miroir, il fait 100 propositions en guise de programme. Alors, 22 parmi ces 100 propositions sont des propositions économiques sous la doctrine un peu de bâtir une économie inclusive, durable et créatrice de richesse. Faire de l'économie numérique un levier, c'est un informaticien, il est dans son domaine. Et pour l'international, alors, ça m'a un peu frappé, augmenter de manière raisonnable les barrières tarifaires à l'importation. Pour qui sait dans quel cadre macroéconomique, dans quel cadre communautaire, dans quel cadre international, notamment dans le cadre de l'OMC, nous sommes. Alors, cette proposition interpelle et on a besoin que le candidat El Hadji Sall dit Issa nous explique davantage et enfin il suggère le rééquilibrage de la balance commerciale bien naturellement. Rapidement, Macky Sall. Alors Macky Sall est un candidat assez particulier. Il est le président sortant. Il travaille dans le cadre du plan Sénégal émergent. La première phase est passée. On va passer à la phase 2 et c'est un chapelet
de projets, de programmes et de réformes que j'ai essayé un peu de synthétiser ici. Ce sont essentiellement des projets d'infrastructure. On parle de 700 projets dans le PAP 2. Absolument, d'autant plus que l'axe 1 du PSE concerne la restructuration, un tout petit peu la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Oui. Donc des projets de TER, de routes, d'autoroutes, de ports de transport, d'énergie. L'énergie va occuper une place très importante dans la deuxième phase. Et au plan économique, c'est un continuum du PSE tel qu'il a été enclenché en 2014-2015 et qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Merci beaucoup Souleymane. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Je sais, Abdoulaye Rokhaya, une économie compétitive, un secteur productif capable d'irriguer la demande locale et étrangère. Quelle serait la clé? La clé, elle est dans l'analyse de nos atouts et de nos faiblesses quand on analyse notre économie. J'ai été étonné, tout ce que j'ai entendu dans ce qui est présenté, ce sont des déclarations d'intention. Tu ne vois jamais le comment on va régler tel problème sur le plan de ce que j'ai retenu aujourd'hui des candidats. Notre problème dans notre pays aujourd'hui, c'est la faiblesse de notre production industrielle. Nous voulons créer plus d'emplois. Nous voulons des emplois avec de meilleurs salaires. C'est l'industrie. Nous passons notre temps à importer. Si nous importons différents produits dans le monde, c'est parce que nous sommes une clientèle solvable. Nous sommes capables de l'acheter. Ces produits-là, nous devons avoir des politiques industrielles pour l'essentiel qu'on soit capable de les produire ici en substitution. Mais ça, c'est ce qu'on attend, moi, d'un président. Le développement industriel me paraît important. On a posé la question du CFA, c'est la question du levier économique. Oui. Un pays, oui, c'est la monnaie, mais ce n'est pas que la monnaie. C'est la gouvernance, c'est la stratégie de développement industriel. C'est en fonction de tout ça qu'on combine. Je donne deux exemples très importants. La Chine a le yuan. Vous le voyez partout, vous ne le voyez qu'en Chine. Tout le yuan est baqué sur le dollar américain. Les Chinois achètent dans le monde avec le dollar américain. Ça ne les empêche pas de se développer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire l'analyse critique du CFA et de regarder comment le reconfigurer par rapport. Mais ce n'est pas que le CFA. Si vous avez changé la monnaie et qu'on a toujours les mauvaises politiques de gouvernance en matière économique, on ne va nulle part. Amidou Anne, rapidement, qu'est-ce qui vous interpelle dans ces propositions? Moi, deux choses m'interpellent. D'abord, la question du franc CFA. La monnaie n'est rien d'autre est un instrument basé sur la confiance, en fait. Et moi, par exemple, les cadres de la BCEAO, ou en tout cas des spécialistes de la monnaie, me disent, à la limite, ils ne sont pas attachés au franc CFA. Aujourd'hui, on quitte le franc CFA pour avoir une autre monnaie, soit l'ECO, la monnaie de la CEDEAO, qui devrait advenir en 2020, mais j'en doute fortement, qu'on ait une autre monnaie. À la limite, ce n'est pas très important. Ce qui est important aujourd'hui, même si on quitte le franc CFA et que le Sénégal bâtit sa propre monnaie, si on ne réforme pas la gouvernance, si en tout cas on n'assainit pas les finances publiques, si on n'a pas un cadre macroéconomique cohérent et qu'on n'a pas des gouvernants qui ont de l'éthique et de la valeur et une ambition de développer notre pays, à la limite, ce n'est pas très important. Le franc CFA, c'est juste un instrument. Pour moi, ce n'est pas grand-chose. Et cette question, parfois, elle est agitée par des populismes, par des peurs, et pour aussi régler d'autres problèmes qui n'ont pas très forcément aux finances publiques ou à l'économie. On ne va pas se focaliser sur le CFA. Deuxième chose, moi, c'est sur l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis en tout cas la fin des ajustements structurels, on est passé, où les finances publiques ont été assainies, ont un cadre politique macroéconomique beaucoup plus sain, on est passé d'une dimension de lutte contre la pauvreté pour aller aujourd'hui vers une autre dimension, c'est-à-dire de construction, voire de redressement d'un tissu productif. Et ça qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour développer le Sénégal, il faut développer l'industrie qui est pour moi génératrice d'emplois, mais aussi génératrice de filets sociaux pour les populations les plus vulnérables. Une économie balbutiante, une économie industrielle balbutiante. Comment faire pour qu'à l'instar du Maroc, qui est considéré aujourd'hui comme une entrée sûre et fiable vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, comment faire pour être plus attractif, pour que les entreprises qui gagnent des marchés aujourd'hui au Sénégal fassent leur production in situ? Alors, il y a beaucoup de propositions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a annoncé que dans les prochains jours, on viendra secteur par secteur et le secteur secondaire, donc l'industrie, nous en parlerons. Il y a des propositions plus ou moins précises. Oui, je ne peux pas entrer dans certains détails, mais certains candidats sont plus fins, sont plus précis dans leurs propositions. Vous pouvez le dire, hein, comme qui par exemple? Alors, c'est très précis dans ses propositions. Sonko également est précis. Il veut faire des PME, PMI un levier de développement. Évidemment, quand vous l'avez dit, vous l'avez dit, mais vous n'avez rien dit parce qu'il y a quand même des politiques en cours qui favorisent également. Il y a une loi d'orientation, il y a une charte des PME, il y a beaucoup de choses, des initiatives qui sont faites. Mais
Pourquoi on n'en parle pas beaucoup des propositions? Parce qu'on se demande toujours quel est le plus qui est proposé. Qu'est-ce qu'on apporte de plus à ce qui se fait? Juste un dernier point sur le cadrage économique. Je pense que c'est Hamidou qui en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, et c'est ça aussi le problème avec les offres économiques, notre pays n'est pas sous tutelle, mais nous sommes quand même dans le cadre de l'instrument de soutien à la politique économique avec le FMI. Évidemment, nous sommes sous surveillance. Évidemment, c'est une adhésion. On ne nous a pas forcé. On a adhéré à ce programme, qui est un programme sans décaissement, qui nous ouvre les portes des marchés, parce que nous sommes obligés d'être transparents sur ce que nous faisons. Et j'invite d'ailleurs à lire le rapport de la 7e revue qui s'est terminé fin 2008, où le Sénégal étale sur la table l'état réel de son économie. Et évidemment, je vois mal comment nos candidats, qui qu'ils soient, pourraient sortir. Évidemment, ce programme prend fin en 2019, mais pourraient sortir de tout ce cadrage qui est déjà fait et de cette vision qui est en cours. Mais on n'a pas de réponse très précise. Je donnais l'exemple du Maroc, Abdoulaye Rokhaya, parce que ça n'est un aujourd'hui. Dans le domaine de l'industrie automobile, par exemple, le Maroc est en train de prendre une longueur d'avance avec la présence des groupes français PSA à Kenitra et à Tanger également. Renault y est. C'est ce qu'on attend des candidats. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont même pas intérêt à sortir du cadre. De façon générale, soyons objectifs, les indicateurs économiques de l'économie sénégalaise sont positifs. Ils sont dans la région UEMOA, ceux qui sont les plus positifs. La Côte d'Ivoire est plus riche, mais sur le plan de la performance, de la gouvernance fiscale, de la gouvernance économique, des indicateurs, de la capacité d'emprunt sur le marché international, nous avons de bons points et c'est tant mieux. C'est le Sénégal qui évolue et tout le monde doit capitaliser là-dessus. Ce qui m'amène sur le Maroc. Si tu fais un cadre, il faut attirer de l'investissement. Pour attirer de l'investissement, il nous faut des politiques d'entrepreneurship qui permettent à l'État d'analyser quels sont les secteurs. Je donne un exemple. Par exemple, on parle du pétrole. On a négocié dans les derniers contrats sur le pétrole le fait qu'il faut donner la place au local. Quand vous faites du offshore, vous avez, on va dire, tant de tonnes d'acier qui va être implanté. Vous allez au Brésil, on va te dire sur une tonne, le 350 kg doit être fait par des locaux. C'est ces politiques-là qui permettent d'identifier quels sont les locaux capables d'aller faire le 350. Qu'est-ce que l'État peut faire pour les accompagner, pour les outiller, pour que demain la part locale soit prise. C'est là où nos politiques manquent de vision. Le dernier mot pour vous, Hamidou Anne. Oui, sur les investissements, il y a des agrégats. C'est-à-dire que l'investisseur, quand il vient, il regarde 2 ou 3 choses. C'est-à-dire, est-ce que le pays est stable ? Est-ce que c'est un état de droit? Est-ce qu'il y a des tribunaux de commerce qui fonctionnent, etc. Pour le Maroc, il y a la proximité avec l'Europe. Oui, voilà, c'est aussi ça la différence sensible entre le Sénégal et le Maroc. Mais juste pour en revenir à nous, nous avons fait des efforts là-dessus, et notamment en termes de le Doing Business a classé le Sénégal pendant longtemps parmi le top 10 des réformateurs dans le monde. On attire des investissements. Et là, le challenge pour moi aujourd'hui, d'ailleurs, il est ailleurs. C'est-à-dire comment créer des champions nationaux. Parce que la croissance qu'on a, est-ce que c'est une croissance qui retourne au Sénégalais ou pas? Est-ce que ces multinationales-là qui investissent dans notre pays, les bénéfices, est-ce qu'elles sont en fait reversés dans notre économie? Et aussi la question de la fiscalité, parce que peut-être qu'on va en parler, on a aussi beaucoup de banditisme fiscal, pour le dire, pour les telles qui sont. Et d'ailleurs, c'est une problématique que des ONG alternatives dans le monde dénoncent. Donc je pense qu'aujourd'hui, le challenge pour le Sénégal, on a des investissements, mais on note en tout cas dans tous les documents de l'État qu'il y a une faiblesse de l'investissement privé national. Comment inciter le secteur privé national à davantage avoir sa place dans les marchés locaux? Comment mettre en place des politiques incitatives? C'est là aussi où on attend les candidats. Mais juste une toute dernière chose, rapidement. Et là, vraiment rapidement, je rejoins Souleymane là-dessus. Les programmes certains sont très bons, chiffrés, et je pense qu'il faut aller au fond des choses. Je rappelle que dans le PAP 2, l'objectif est d'atteindre la croissance de 9% d'ici 2023. Je pense que les critères aussi pour l'investissement, il faut une main-d'œuvre à bon marché, qualifiée. Une fiscalité, Hamidou l'a dit tout à l'heure, favorable et
c'est pas évident. Et aussi les coûts de production. L'électricité était très chère. On est en train de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Et je pense que si, comment dire, l'élan se poursuit, d'ici quelques années, le Sénégal sera vraiment compétitif et pourra rivaliser avec des pays comme quel que soit le candidat. On peut atteindre les 9% d'ici 2023? Ah non, c'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est en 2020. Dans le PAP 2, dans le PAP 2, l'objectif, c'est ce qu'Amadou Ba a déclaré à Paris. Mais à partir du moment où en 2022, on va y avoir le gaz et le pétrole, ça va donner un boosté. Et selon Standard & Poor's, on est dans une croissance jusqu'à 7,20% jusqu'à 2020. En tout cas, lors du groupe consultatif... 2021, on est à 11%, effectivement, selon les projections. Exactement. Lors du groupe consultatif, c'est ce qu'Amadou Ba a déclaré. L'objectif est d'atteindre les 9% d'ici 2023. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut déclarer pour s'assurer d'avoir le maximum de promesses au groupe consultatif. Et je rappelle encore, au Sénégal, on pense que le groupe consultatif, c'est de l'argent prêté au Sénégal. Non, ce sont des intentions de prêt. C'est à l'État du Sénégal de faire des programmes qui conviennent aux bailleurs de fonds avec les réformes requises pour qu'au bout des 5 ans, on réalise si on a capté les 8 milliards ou non. C'est une promesse de financement. Dernière rubrique, si j'étais président, nous avons une présidente ce soir. Allez, la présidente du jour, c'est à vous, Madame la Présidente. soxna si boo nekkoon présidente looy def. su ma nekkoon présidente daal damay def daal nit loo wax daal loo diggee nga def ko moom loolu moo yàq Sénégal moom di wax loo xam ne doo ko def. bu dul wax dëgg kon loo koy def boo nekkoon présidente. dugal ci kaso gi rek tëj. ràpp rek daal di tëj. loolu rek mooy nekk sa programme. mooy nekk sama programme moom. leneen li nag. leneen li moom mooy xanaa wàññi chômage bi xale yi nangoo liggéey am. denrée première nécessité wàññeeku daal moom bu ñu ko defee rek dëkk bi neex moom. waaw soo nekkoon président loolu ngay def. loolu lay def waaw. mënuñu def lépp nag mënuñu def miracle mais ñu def le minimum daal. loo xam ni population nañ ci gis seen bopp daal. loo tudd. man Angélique Bass. Merci beaucoup Dieynaba Seydou Ba, la coordination de soir de campagne. Souleymane Niang, merci beaucoup, c'est fini pour ce soir. Merci d'être venu, Hamidou Anne. Merci Chérif. Merci Abdoulaye. Merci Chérif. Rendez-vous demain dans Soir de campagne. Restez sur la télévision Futur Média. Merci à toute l'équipe de Pierre Da Silva à la réalisation. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit.